TVT au cœur de l'information. Dans l'actualité, ce samedi, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part ce vendredi à Niamey à l'investiture de Mohamed Bazoum, président élu de la République du Niger, à l'issue du second tour du scrutin du 21 février dernier. Les temps forts de cette cérémonie d'investiture à suivre dans un instant. Le Togo est désormais prêt pour assurer la protection de son aéroport. Les différents services en charge de la sûreté et de la sécurité de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé ont pris part à une formation dans ce sens. Les détails dans ce journal. Et puis, que sont devenues les mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé? Le constat est à la limite décevant. Conséquence, les cas de contamination ne cessent d'augmenter. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part ce vendredi à Niamey à l'investiture de Mohamed Bazoum, président élu de la République du Niger à l'issue du second tour du scrutin du 21 février dernier. Le président de la République a assisté de bout en bout à la cérémonie de prestation de serment aux côtés d'une dizaine de ses pairs et d'autres personnalités. Les temps forts de cette cérémonie d'investiture avec Yatta Aratem. Le Centre international des conférences Mahatma Gandhi de Niamey paraît aux couleurs nationales du Niger. Et pour cause, le nouveau locataire de la présidence prête serment. Son nom, Mohamed Bazoum. Il est le leader du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Il succède ainsi à Mahamadou Issifou. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a assisté de bout en bout à la cérémonie de prestation de serment aux côtés d'une dizaine de chefs d'État du continent et d'autres personnalités venues d'horizons divers. En son nom propre et au nom du peuple togolais, le chef de l'État a félicité Mohamed Bazoum pour son engagement et sa disponibilité à travailler de concert avec ses pairs pour le renforcement de l'intégration régionale. Faure Gnassingbé a réaffirmé sa volonté et celle du gouvernement togolais à œuvrer pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux nations. Mohamed Bazoum, qui est désormais le nouveau président du Niger, s'est engagé à relever les défis sécuritaires et de développement. Il a salué la présence du chef de l'État togolais à cette cérémonie mémorable. Il faut rappeler que le Togo et le Niger entretiennent d'excellentes relations de coopération dans divers domaines, notamment économiques, diplomatiques et des transports. À son arrivée à Niamey, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a été accueilli par les officiels nigériens. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la cérémonie d'investiture du nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Réduction de la vulnérabilité face aux menaces au solaire. L'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, mène des actions dans ce sens. Des formations sont organisées à l'endroit des différents services en charge de la sûreté et de la sécurité de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé. Sonia Aminiko. Le Togo est désormais aguerri et autonome en termes de protection de son espace aérien. Pendant une semaine, ces acteurs issus de différents services en charge de la sécurité et la sûreté de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema de Lomé ont relevé leur niveau dans le domaine. Il s'est agi au cours de la formation d'améliorer leurs connaissances sur les risques liés au manpad.
Des armes anti-aériennes portables initialement conçues pour les États afin de les doter d'une défense leur permettant de lutter contre les attaques aériennes, devenues aujourd'hui un outil prisé des terroristes. Cette formation a doté les primo-formateurs togolais d'outils, de compétences, de capacités à pouvoir identifier les zones qui peuvent être exploitées pour perpétrer ces attaques contre les aéronefs. Voilà, puisque les terroristes, pour arriver à leur fin, ils doivent se positionner à des endroits stratégiques dans l'emprise aéroportuaire qui s'étend sur des kilomètres. Grâce à cette formation, nous sommes à même de pouvoir identifier ces zones et mettre en place un plan d'action pour atténuer le risque de ces attaques sur les aéroports. Cette formation était la continuité de celle qui s'était déroulée fin 2018 et elle a permis de rendre la République du Togo autonome dans le domaine de la sûreté et plus particulièrement dans la réduction des vulnérabilités face aux menaces solaires et sol-sol qui pèsent sur l'aviation civile. Le Togo dispose d'une aérogare moderne et équipée des appareils de dernière génération. Pour le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, le décollage et l'atterrissage sont deux phases importantes en matière de gestion d'une aérogare. Comme telle, toutes les dispositions doivent être mises en place pour assurer la sécurité de ces instants décisifs des vols. Les manpads, c'est un danger permanent et latent. Vous voyez un avion qui sera en l'air ou qui viendrait sur une pente pour se poser ou au décollage sont vulnérables. Il faut anticiper en aviation. Là, vous êtes sûr d'éviter tout acte d'intervention illicite. Nous opérons 5 vols à destination des États-Unis et à destination de l'Europe et de l'Asie. Donc nous devons être complètement sûrs et sécurisés. On a constitué une équipe maintenant qui va travailler de forme permanente. Il faut toujours des plans d'action pour continuer à sécuriser au mieux nos installations. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier vraiment nos plus hautes autorités, saluer la coopération agissante entre nos deux leaders charismatiques. Je vais parler du président Macron et notre président Faure-Joseph Gnassingbé. La formation est assurée par la Direction générale de l'aviation civile de France avec l'appui de l'ambassade de France au Togo. Elle est la 3e et la dernière du genre démarrée depuis 2018. Un présent a été offert au DG de l'ANAC en guise de reconnaissance pour son implication en matière de sécurité et de sûreté de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. L'actualité, c'est aussi la campagne vaccinale contre le Covid-19 qui se poursuit au Togo. Consciente de l'importance de la vaccination dans la lutte contre la pandémie, les populations adhèrent à l'initiative. C'est un constat fait sur le terrain par Sonia Amenipo. De façon volontaire, ce mécanicien cinquantenaire est venu prendre sa dose de vaccination AstraZeneca contre le Covid-19. Pour lui, se faire vacciner, c'est plus qu'une question de santé publique. Je suis venu ce matin, c'est pour faire la vaccination. C'est nécessaire pour éviter la maladie. Adjoa, elle, a décidé de se faire injecter le vaccin contre le Covid-19 pour une seule raison. J'ai exhorté tous ceux qui m'entourent pour venir faire la vaccination et moi-même, je me suis porté garant pour venir faire. Ça va servir d'exemple pour que les autres acceptent de venir se faire vacciner. Nos chefs d'État africains ne peuvent pas amener ce qui veut nous faire détruire. C'est pour nous soigner. Donc c'est pour ça que moi, je pensais ma vie pour venir faire soigner moi-même, faire la vaccination Covid-19 aussi, je l'ai bien fait. Et puis je souhaite aussi toute la population togolaise de venir soit étrangère ou soit togolais, il n'a qu'à venir faire son vaccination. Ça vaut mieux. Depuis le démarrage de la campagne de vaccination ici au CMS Noukafou, des équipes sont déployées dans les communautés pour vacciner les cibles de 50 ans et plus qui ne peuvent pas se déplacer. Ça fait pratiquement 2 semaines qu'on a commencé effectivement. Et nous avons une équipe fixe dans le centre de santé ici et les autres équipes sont dans la communauté pour être plus proches de la population
On ne note pas un souci majeur, mais notre constat est que les gens viennent dans le centre de santé ici, plus que les équipes que nous avons déployées dans la communauté pour être plus proches. Mais nous lançons encore un appel à la population que ceux qui ne sont pas encore fait vacciner de venir. Et nous rassurons la population que les équipes que nous envoyons dans la communauté relèvent aussi de la même qualité. Dans les maisons, les gens sont plus ou moins réticents, mais il y a quelques-uns qui le font. Donc je me dis que c'est une incompréhension. Pas plus tard que la semaine surpassée, j'étais dans le quartier de Bonvier pour sensibiliser la population. Il y en a qui continuent toujours pas à croire que la maladie n'est pas là, parce qu'ils ne sont pas en contact avec des personnes qui ont cette maladie et qui font les formes graves. Donc ils doutent, surtout les jeunes. Ils doutent beaucoup. Or, ces jeunes-là, ce sont leurs parents que nous vaccinons maintenant. D'un CMS à un autre, le CMS Tokoin et Lavagnon. À notre arrivée, nous n'avons trouvé aucun candidat à la vaccination d'AstraZeneca. La raison? Depuis 2 semaines, il y a l'affluence, mais c'est hier et aujourd'hui, je peux dire que l'affluence a un peu diminué chez nous ici. Je peux dire que puisque les services qui nous entourent ici, nous sommes passés de vacciner le personnel. C'est ça aussi qui a diminué un peu l'affluence hier et aujourd'hui. Dans le Golfe 3, ça avait timidement commencé. Les uns, les autres arrivaient. Les plus de 50 ans arrivaient. Je me dis qu'avec le temps et la sensibilisation, ils ont réellement compris l'importance de la vaccination et ce que le vaccin pouvait leur faire. Donc, c'est actuellement que ils viennent. Après 2 semaines de campagne de vaccination aux cibles de 50 ans et plus, la population commence à adhérer à la nécessité de se faire vacciner. Pour cette campagne de vaccination, outre l'engagement physique, une plateforme est mise en place par le gouvernement pour permettre de sélectionner et de gérer l'affluence dans les centres de santé identifiés pour la circonstance. Donc, les personnes ciblées peuvent se faire enregistrer en ligne désormais. Quelle est la procédure à suivre? La réponse dans ce dossier réalisé par Issaka Aruna et présenté par Ekoué Sala. S'enregistrer, une étape incontournable pour bénéficier de sa dose de vaccin AstraZeneca. L'une des innovations de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en cours dans le Grand Lomé reste l'enregistrement en ligne. Principale porte d'entrée du dispositif de vaccination, cet enregistrement peut être fait par le candidat à la vaccination lui-même. Il y a un lien qui est partagé. Et quand vous allez sur le lien, on vous demande votre nom, votre prénom, votre âge et puis le numéro de votre carte d'identité. Donc il faut mettre ça, ou bien le numéro de votre passeport, ou bien le numéro de votre carte d'électeur. La date d'expiration et la date de réalisation de ces cartes-là. Donc ce sont ces informations qu'il faut enregistrer dans le lien et après, avec votre numéro de téléphone. Et après, il y a un SMS que vous allez recevoir sur votre téléphone, dont vous avez donné le numéro. Et c'est ce code d'enrôlement que nous allons prendre pour mettre dans la base et vous serez considéré comme vacciné. Ou à défaut, avec l'aide des agents requis à cet effet, une fois sur le site de vaccination. Si la personne arrive, on prend sa carte, que ce soit carte d'électeur, passeport ou soit d'identité. On prend et à base de ces coordonnées, on arrive à l'enregistrer. Les yeux rivés sur le smartphone, ces agents veillent à la fois sur le bon déroulement du processus en cours et sur les opérations à venir. Une fois aussi, lors de la deuxième vaccination, la personne va présenter son code d'enrôlement. On sait déjà que la personne a été vaccinée. C'est la deuxième vaccination qu'elle veut faire. En plus de l'enregistrement en ligne, il est prévu le porte-à-porte pour les personnes cibles incapables de se déplacer vers les sites dédiés. L'objectif de toutes ces innovations du gouvernement, toucher une marge importante de la cible. Ceci afin de faire baisser le taux de contamination COVID-19 dans le Grand Lomé.
Et ces dernières semaines, le Togo a franchi la barre des 200 cas de contamination par jour. Le Grand Lomé est l'épicentre de cette maladie. Les mesures barrières prises par le gouvernement ne sont pas respectées. Un relâchement total, vous allez le voir dans ce reportage de Christine Petit-Kialoudé. À chaque entrée du marché d'Agbadaronou, un dispositif de lave-mains. Sous le contrôle bienveillant des vigiles, les dispositifs fonctionnent tout comme ici, à Hanoukopé et au marché d'Agouenivé. Et ici, à notre niveau, si l'homme ou bien femme n'a pas mis cache-nez, il ne lave pas la main. S'il a mis cache-nez, il lave la main et il rentre librement. Mais dedans, on ne sait pas comment. Il rentre, qu'est-ce qu'il fait, il enlève, ils sont là-bas. Pour ça, nous ne contrôlons pas dedans. Quand les gens viennent, ils se disent que bon, d'autres disent qu'ils ont fait le gel. D'autres disent comme il y a plusieurs entrées, ils ont déjà passé par l'autre côté pour laver. C'est pourquoi ils ne veulent plus laver à chaque 10 minutes. Il y a d'autres, ils viennent carrément. C'est comme on les a envoyés de nous tenter voir. Avec un peu de discussion, ils lavent et ils partent. À l'intérieur des marchés visités, les difficultés liées au port du cache-nez persistent. Au moment où certains citoyens conscients font bon usage de leurs bavettes, d'autres le gardent simplement sous le menton. D'autres encore en font carrément fi. Souvent, quand on voit les polices vertes, c'est en ce moment qu'on commence par dire ils sont là. Hein. Donc, on remonte encore nos cache-nez. Nous sortons dans les marchés. Dès que l'équipe sort, il y a une alerte. Ils sont là, elles portent. Mais après notre passage, elles redescendent. Vous ne portez pas le cache-nez pour la sécurité. Vous portez le cache-nez pour vous-même. Parce que si vous prenez la maladie, vous allez amener la maladie à la maison. Vous allez voir que les enfants aussi vont prendre et ça va répéter. La propagation de la pandémie à coronavirus continue. Même après avoir bénéficié du vaccin anti-Covid pour se protéger contre les formes graves de la maladie, l'observance des mesures barrières, à savoir le lavage des mains, le port du cache-nez et la distanciation sociale restent des règles d'or devant aider à briser la chaîne de contamination. Autre sujet, suite et fin de la campagne de prélèvement par l'ANSAT des céréales dans la région de la Kara. C'est le premier passage qu'elle a effectué dans cette région pour ce qui concerne les opérations de la saison 2020-2021. Ces opérations ont pour intérêt de soulager les producteurs qui ont d'importantes quantités dans leurs magasins tout en renforçant les stocks de l'État. Nestor Mouzou. Les céréales constituent les principaux produits vivriers au Togo. Pour ne pas être confronté au manque de ces produits, notamment le maïs et le riz, l'État a chargé l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo de faire des achats à la fin de chaque campagne agricole. C'est cette charge que l'ANSAT exécute depuis quelques jours dans les différentes localités, ceci pour le compte de la saison agricole écoulée. Au troisième et dernier jour de son premier passage dans la région de la Kara, l'ANSAT s'est déplacé à Bourkou, dans la préfecture de Doufelgou, pour des prélèvements au niveau de la coopérative Solidarité, à Sarakawa Danakosa auprès des coopératives Kodissa 2 et Haroué, à Adabawere et à Lassa toujours Danakosa auprès respectivement de la famille Kolping et du groupement Solomoué. On a fait plusieurs centaines de kilomètres, c'est pour acheter le maïs, mais dire aux paysans que le chef de l'État est préoccupé par l'amélioration de leur niveau de vie. Il veut que les paysans togolais soient non seulement des acteurs qui soutiennent la sécurité alimentaire, mais des acteurs de développement à tous les points de vue, avec création de richesses et création d'emplois en milieu rural. À l'heure de la pandémie au coronavirus, on leur a dit d'intégrer à leur méthode, à leur mode de vie, les nouvelles décisions que le gouvernement a prises pour juguler les pics de contamination que nous connaissons dans le Grand Lomé pour éviter que cette explosion de cas ne s'étende sur l'ensemble du territoire national. Sur le visage des producteurs, c'est la satisfaction qui se lie après ce tour de l'ANSAT. Le président de la République a demandé à ce que ANSAT nous aide à prendre quelque chose pour que si on a des dettes à rembourser, on rembourse. Donc je remercie très sincèrement l'État qui a pris en charge les paysans et il les aide dans ce cadre.
Nous savons que la campagne agricole écoulée n'a pas été très bonne. Néanmoins, à Kara ici, on ne s'en plaint pas trop. Nous remercions l'ANSAT d'avoir pensé à nous. Nous disons aussi merci au gouvernement pour tout ce qu'il fait aux producteurs. Au dernier jour de sa nouvelle opération dans la Kara, l'ANSAT a acheté auprès des producteurs 160 tonnes de maïs, ce qui équivaut à 25 600 000 francs CFA. Pour l'ensemble des 3 jours, elle a prélevé 20 tonnes de riz pour 7 600 000 francs CFA et 722 tonnes de maïs qui ont coûté la somme de 115 520 000 francs. Vers une meilleure restructuration des coopératives agricoles au Togo, une démarche pour permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle de moteur de croissance économique. En savoir un peu plus avec Sandra Aziambe. Structurer les coopératives agricoles pour de meilleurs rendements, voilà la vision des plus hautes autorités du pays depuis quelques années déjà, qui attendent donner au secteur agricole qui emploie plus de 60% de la population l'opportunité de jouer son rôle dans la croissance économique du Togo. En effet, le constat est net, les chaînes de valeur agricoles souffrent d'un manque d'intégration et d'organisation des coopératives agricoles. Selon mécanisme de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA, seulement une infime partie des financements en tout depuis 3 ans l'ont été au profit des producteurs, donc des coopératives. Pour corriger cette situation, un projet a été élaboré avec le Crédit italien et d'autres entités similaires de la Boîte pour le développement et l'intégration des chaînes de valeur dans l'agriculture togolaise par l'instrument des coopératives. Le projet vise une meilleure restructuration des coopératives et l'augmentation de leur productivité. Pour le MIFA, cette initiative qui s'arrime parfaitement aux ambitions gouvernementales pour une agriculture productive et moteur de croissance doit déboucher sur une augmentation du nombre général des coopératives, leur professionnalisation, surtout celles spécialisées dans la transformation et la commercialisation et surtout le renforcement de leur cadre institutionnel. Au Togo, à ce jour, une vingtaine de fêtières sont recensées, regroupant des organisations paysannes et de producteurs agricoles. Fidèle donc à sa mission, le MIFA a déjà à son actif plusieurs exemples de financement de coopératives, pas plus longtemps que celui accordé en février dernier au complexe Cajou du Centre, d'un montant global de 600 millions de francs CFA. L'entreprise qui développe une chaîne complète de transformation de noix de cajou avec des machines automatiques a, grâce à ce coup de pouce, créé 100 emplois saisonniers et 200 emplois directs essentiellement en faveur des femmes. Rappelons par ailleurs qu'en ligne avec son ambition de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois, le gouvernement togolais envisage de consacrer 66 milliards de francs CFA au développement du secteur agricole et de l'agro-industrie, l'équivalent de 8,4% des ressources globales allouées aux ministères et institutions. Et le diabète, une maladie qui tue en silence. Au Togo, comme dans bien de pays africains, le diabète reste un gros problème de santé publique. Des actions sont mises en œuvre pour atténuer l'incidence de cette maladie dans le pays. Nous pouvons noter, entre autres, le projet de lutte contre le diabète et ses complications qui vient d'être lancé à Tapamé par le Cercle d'élite pour la recherche sociologique et le développement à la base. Sylvain Abdou. C'est une maladie non transmissible, le diabète, et pourtant il constitue un réel problème de santé publique aux populations. Environ 181 000 diabétiques sont aujourd'hui enregistrés au Togo, dont 200 enfants, ce qui montre à suffisance que le nombre monte sans cesse croissant, surtout en cette période où la cible est exposée à la pandémie. Des acteurs impliqués veulent jouer leur partition dans ce sens en renforçant le système de santé et assurer l'accès aux soins et la prise en charge des personnes souffrant de ce mal, une affection qui aujourd'hui est au cœur des maladies cancéreuses. Cet appui va être apporté à travers le projet Lutte contre le diabète et ses complications, un projet officiellement lancé pour sa mise en œuvre efficace et efficiente. Vous savez que les personnes qui portent le diabète sont des personnes fragiles et qui facilement développent la maladie à coronavirus. Le présent projet vient à point nommé
Et ce projet consiste à mettre en place des stratégies qui permettent de prendre en compte les malades diabétiques, de prendre en compte les facteurs de risque du diabète et pour pouvoir aider à infléchir la courbe morbide en matière du diabète. Cet engagement est du cercle d'élite pour la recherche sociologique et le développement à la base en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Le projet consiste au suivi et à améliorer le système de collecte de données pour mieux aider les patients à éviter les complications. L'idée était d'aider la population, d'aider ceux qui souffrent du diabète à pouvoir prendre soin d'eux-mêmes. Nous voyons que les personnes malades résistent à aller dans les hôpitaux. Ça fait qu'à long terme, lorsque c'est trop tard, ils vont à l'hôpital, peut-être c'est des complications comme les reins qui sont bloqués, ou bien les pieds diabétiques, ou bien ils perdent la vue. Donc pour nous, c'est très important de commencer très tôt, déjà à travers les dépistages qui se feront gratuitement. Si quelqu'un est diabétique ou bien a un terrain favorable au diabète, on puisse l'aider à prendre soin de lui-même pour éviter qu'il développe les complications. L'ambition à travers ce projet, c'est d'améliorer le système de soins pour significativement réduire le taux des personnes atteintes de ce mal. L'autre aspect, c'est d'amener les patients à vite déceler le mal pour une meilleure prise en charge destinée à éviter les différentes complications. Et le 11 mars de chaque année est consacré à la célébration de la Journée internationale des maladies du rein. Dans le prolongement de cette journée, la direction régionale de la santé Kara et partenaires ont organisé une rencontre pour sensibiliser les participants sur l'intérêt du dépistage précoce. Nestor Mouzou nous en dit un peu plus. La célébration de la Journée internationale des maladies du rein à Kara est une première du genre dans la région. Cette célébration, qui a consisté en une journée porte ouverte à la polyclinique, est à mettre en actif de l'Université de Kara, de la Direction préfectorale de la santé, de la Direction régionale de la santé, de la mairie de la commune Kosa 1 et de la GIZ. Cette journée porte ouverte est axée sur la sensibilisation et le dépistage sur place des volontaires. Les maladies rénales sont devenues un problème majeur de santé publique et on sait qu'il y a des moyens de prévention de ces maladies rénales. Donc l'OMS a jugé bon de passer par la prévention pour qu'on n'en arrive pas au stade où on a besoin d'investir énormément d'argent dans le traitement de ces maladies rénales. On sait que les maladies rénales sont prioritairement causées par l'hypertension artérielle et le diabète. Alors nous allons dépister le diabète à travers les prises de glycémie à jeun, dépister les facteurs du risque cardiovasculaire, faire la prise de tension artérielle, l'obésité par le calcul de l'indice de masse corporelle et faire quelque chose d'essentiel en néphrologie qu'on appelle la bandelette urinaire qui va consister à dépister s'il y a des protéines dans les urines, des hématies, des globules rouges dans les urines, des globules blancs dans les urines qui traduisent déjà précocement l'atteinte des reins. C'est en 2001 que la Journée internationale des maladies du rein a été instituée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 10% de la population sont touchées par ces maladies, soit 850 millions de personnes, et environ 2,5 millions sont en dialyse. Pour promouvoir la consommation des produits locaux et assurer une visibilité des unités de transformation, l'OADEL, l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, vient de signer un contrat avec Bobar, une nouvelle centrale de distribution de produits locaux. Plus d'éclairage avec Jeanne Bamazé, Edvija Takba Bassabi, avec à la voix Sandra Aziabé. La Boba Distribution apporte son appui aux unités de transformation des produits locaux. C'est une branche de l'Organisation pour l'amélioration et le développement local. Grâce à ce contrat cadre, 10 unités de transformation bénéficieront du financement de l'OADEL, ce qui leur permettra de rendre disponibles et accessibles d'une part les produits locaux et d'autre part augmenter les revenus des acteurs de la chaîne.
On voit que les produits locaux ne sont pas présents sur le marché autant que les produits importés. Donc pour pouvoir faire ce travail, faire en sorte que les produits locaux soient d'abord disponibles dans tous les lieux de vente des produits alimentaires, mais aussi très proches des consommateurs, cela nous permet aujourd'hui de pouvoir faire ce que nous appelons la distribution des produits locaux. Nous voulons les accompagner à mutualiser cette fonction de distribution. Ces unités la produisent et viennent déposer dans une centrale de distribution que nous avons créée à cet effet. Nous disons qu'aujourd'hui, un consommateur qui veut consommer un produit ne doit plus forcément se déplacer vers la Bobar Distribution ou vers Togo-Simé ou vers la vitrine. Mais dans les boutiques d'alimentation de quartier, dans les cafés, les maquis, les hôtels, demandez à consommer les produits locaux, vous les trouverez. Pour les bénéficiaires, au-delà de se faire connaître, c'est l'opportunité pour eux de se rapprocher davantage de leur clientèle. Ce que nous produisons, nous ne savons pas à qui vendre. C'est à nous de se promener, chercher encore des clients avant de vendre. Mais là, eux, ils sont là maintenant pour prendre nos produits et nous chercher les clients. Donc, c'est déjà un atout pour nous de signer ce contrat. Et également, ça nous permettra encore plus de visibilité, puisque eux aussi, ils vont faire les pubs à leur niveau et également nous aussi à nos niveaux. Donc, ça nous permettra encore plus de visibilité et encore promouvoir la consommation locale. Depuis sa création, la Bobar Distribution a installé 177 points de vente, dont les boutiques d'alimentation générale, des hôtels, afin d'accroître les commandes auprès des unités. L'idée est d'éviter les ruptures de stock au niveau de la centrale. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Lucassi. Je vous souhaite une très belle soirée. Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens dans le strict respect des mesures barrières. À très prochainement.